Mon fils a oublié d'appuyer sur le bouton fin et j'ai surpris une conversation avec sa famille, conversation grâce à laquelle j'ai appris comment il me traite réellement. Elle est tellement stupide qu'elle ne voit pas ce qui se passe réellement. Alors, j'ai bloqué leur numéro et leur carte de crédit. J'ai toujours cru que la famille était sacrée. Puis mon fils David a oublié d'appuyer sur le bouton fin après notre appel hebdomadaire, et j'ai entendu la vérité. Elle est tombée dans le panneau? La voix de ma petite fille Iris était claire comme de l'eau de roche. Mort à l'hameçon, ligne et plomb, répondit David, la voix durcie par le mépris. Mon Dieu, j'en ai marre de faire semblant de m'intéresser à son club de jardinage stupide. Une fois qu'on lui aura fait signer la maison, renchérit mon petit-fils Tyler, on pourra la larguer quelque part d'abordable. Alors mon fils, mon unique enfant, Harry. Maman est trop stupide pour voir ce qui se passe réellement. Je suis resté figé à ma table de cuisine, la tasse de thé à mi-chemin de mes lèvres, alors que 5 années de schéma suspect se cristallisaient soudain en une parfaite et terrible clarté. Cette nuit-là, j'ai bloqué leur numéro. Le lendemain matin, j'ai annulé leur carte de crédit. À la fin de la semaine, j'avais contacté mon avocat. Quand ils sont arrivés à ma porte, paniqués et exigeant des explications, je n'ai pas répondu. La famille, ce n'est pas une question de sang. À 78 ans, je vis enfin pour moi, peignant mon appartement baigné de soleil levant dans les couleurs de mon choix. Avant de continuer, abonnez-vous pour plus d'histoires qui parlent de la force silencieuse qui sommeille en chacun de nous. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez. Avez-vous déjà découvert les vrais sentiments de quelqu'un quand il pensait que vous n'écoutiez pas? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous réagi à une trahison inattendue? Je me souviens du jour où tout a changé comme si c'était hier. J'étais assise à ma table de cuisine en train de siroter une tisane à la camomille quand mon téléphone a sonné. C'était mon fils David qui appelait pour notre appel hebdomadaire de contrôle. À 78 ans, j'étais habitué à ces appels préventifs. Ils n'étaient pas chaleureux, à proprement parler, mais ils étaient réguliers. Un lien avec la famille que je voyais rarement. « Bonjour David », ai-je répondu en essayant de ne pas laisser transparaître l'enthousiasme dans ma voix. « Salut maman », a-t-il répondu, la voix distraite comme toujours. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Nous avons bavardé de tout et de rien, du temps qu'il faisait, de mon club de jardinage, des dernières réalisations de ses enfants. C'était une conversation agréable et superficielle que nous avions perfectionnée au fil des ans. Je lui ai parlé des nouvelles roses que j'avais plantées, et de la façon dont Madame Abernathy, qui habite 2 portes plus loin, avait complimenté ma pelouse. Il a fait des bruits d'intérêt appropriés, bien que je puisse l'entendre taper sur son ordinateur en arrière-plan. « Et comment vont les peintures » a-t-il demandé, une question qu'il se souvenait toujours d'inclure, bien qu'il n'ait vu aucune de mes aquarelles depuis plus d'1 an. « Oh, juste magnifique » ai-je dit. Je travaille sur une série de paysages du parc. Le professeur d'art dit que j'ai un bon œil pour la composition. C'est génial maman, vraiment génial. Le silence qui a suivi m'a paru lourd, expectatif. Je l'ai comblé comme je le faisais toujours en posant des questions sur son travail, sur Nathalie, sur les petits-enfants. Il a répondu à chacune avec une brièveté croissante. Ma vie était devenue si calme depuis le décès d'Hector. Le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir semblait devenir plus fort à chaque année qui passait. J'avais pris l'habitude de laisser la télévision allumée juste pour faire du bruit de fond, bien que je la regarde rarement. Les réunions du club de jardinage le mardi et mon cours d'aquarelle le jeudi étaient les moments forts de ma semaine. Des points lumineux de contact humain dans le vide qui s'étendait de mes journées. Mon petit ranch était propre et confortable. Mais parfois, le soir, je me surprenais à errer de pièce en pièce, touchant les affaires d'Hector, ses lunettes de lecture toujours sur sa table de chevet, son pull préféré que je ne pouvais me résoudre à donner. Le silence me pressait et je mettais un de nos vieux disques, dansant seul dans le salon sur les chansons sur lesquelles nous avions l'habitude de nous balancer ensemble. « Maman, tu es toujours là. » La voix de David m'a ramené au présent. « Oui, désolé mon chéri, je pensais juste à ce que j'allais faire à dîner. »« Tu manges correctement, n'est-ce pas ? Pas seulement du thé et des toasts. »« Bien sûr, ai-je menti. Parfois, il ne semblait presque plus valoir la peine de cuisiner pour une seule personne. »« Bien, eh bien, je devrais y aller, conférence téléphonique dans 5 minutes. »« Bien sûr, mon chéri, à la même heure la semaine prochaine. »« Bien sûr maman, prends soin de toi. » L'appel s'est terminé et je suis resté assise là à tenir le téléphone pendant un long moment après,
comme si une certaine chaleur pouvait encore en émaner, un certain lien avec mon unique enfant. J'ai soupiré et suis retourné à mon thé, maintenant tiède. Dehors, la lumière de l'après-midi s'évanouissait, projetant de longues ombres sur mon petit jardin. Une autre journée presque terminée. Je n'avais pas toujours été aussi seul. Il fut un temps où cette maison, enfin pas cette maison, mais notre maison avait été remplie de rires et de bruit. Les dîners du dimanche avec David, Nathalie et les petits-enfants étaient des affaires chaotiques, avec Hector au barbecue et tout le monde qui parlait en même temps. Iris avait été une enfant si douce, m'apportant toujours des pissenlits de la cour. Et Tyler avait suivi son grand-père comme un chiot dévoué, apprenant à utiliser les outils et à réparer les choses. Mais c'était avant que le cancer n'emporte Hector, avant que le silence ne descende, avant que ma famille ne devienne des voix au téléphone plutôt que des corps autour de ma table. J'ai rincé ma tasse de thé dans l'évier et jeté un coup d'œil au calendrier sur le mur. Le club de jardinage demain. Quelque chose à attendre avec impatience au moins. Je porterai mon cardigan bleu, celui dont Zineya disait qu'il faisait ressortir mes yeux. Peut-être qu'après nous déjeunerions dans ce petit café de Main Street. Ma sœur était douée pour prendre de mes nouvelles. Bien qu'à 83 ans, elle ait ses propres problèmes de santé à gérer. Alors que je me préparais à aller me coucher ce soir-là, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Quand étais-je devenue si vieille? La femme qui me regardait en retour portait l'alliance d'Hector autour du cou, les cheveux argentés en un carré soigné et des yeux qui avaient vu trop de pertes. Je me reconnaissais à peine parfois. Juste toi et moi maintenant, ai-je chuchoté à mon reflet, une habitude que j'avais développée dans les années qui ont suivi le décès d'Hector. Parfois, me parler était la seule conversation que j'avais de toute la journée. Le diagnostic d'Hector était arrivé comme un coup de tonnerre par temps clair. Cancer du pancréas de stade 4. 6 mois, peut-être un an avec traitement. Nous avions prévu une croisière en Alaska pour notre 50e anniversaire de mariage. Au lieu de cela, nous avons passé ces mois à aller et venir dans les hôpitaux, à apprendre une terminologie médicale que personne ne devrait avoir à connaître, à regarder l'homme le plus fort que j'ai jamais aimé se faner sous mes yeux. David m'avait soutenu au début, venant nous voir régulièrement, amenant les petits-enfants pour réconforter leur grand-père. Nathalie avait organisé un train de repas avec le groupe de leur église. Mais au fur et à mesure que les mois passaient et que l'état d'Hector empirait, leurs visites sont devenues moins fréquentes. Les enfants ont l'école, expliquait-il. Le travail est fou en ce moment. J'ai compris. La vie continue même quand on a l'impression que la vôtre est immobile. Les dernières semaines, Hector était à peine conscient. La morphine gardait le pire de la douleur à distance. J'ai dormi dans une chaise à côté de son lit d'hôpital, lui tenant la main, lui racontant des histoires sur notre vie ensemble, me remémorant le jour où nous nous étions rencontrés à cette danse de l'USO en 62. Son uniforme si impeccable, ma robe si bleue. Tu étais la plus jolie fille là-bas, avait-il chuchoté lors d'un de ces moments lucides, sa voix une ombre du baryton robuste que j'avais aimé. Quand il s'est finalement éteint, c'était tôt le matin. Je somnolais dans la chaise, lui tenant toujours la main. J'ai senti le changement avant d'ouvrir les yeux, un subtil changement dans l'univers au moment où son âme partait. L'infirmière a dit que c'était paisible, qu'il n'avait pas souffert à la fin. Je voulais la croire. Les funérailles ont été bien fréquentées. Hector avait été aimé dans notre communauté. Pompier volontaire pendant 30 ans, entraîneur de ligue, diacre à notre église. David a fait un bel éloge funèbre. Nathalie s'est occupée de la réception après. Les petits-enfants, adolescents à l'époque, semblaient maladroits autour de moi, ne sachant pas quoi dire à une grand-mère transformée du jour au lendemain en veuve. Nous allons vérifier tous les jours maman, avait promis David alors que les derniers invités partaient. Tu ne seras pas seul dans cette épreuve. Pendant un certain temps, il a tenu cette promesse. Les appels quotidiens sont devenus tous les 2 jours, puis 2 fois par semaine, puis se sont installés dans le rituel du dimanche après-midi. Les dîners du dimanche ont continué pendant quelques mois, mais ont progressivement diminué. Maman, nous emmenons les enfants au lac ce week-end. Maman, les parents de Nathalie sont en ville. Maman, Tyler a un tournoi. Des raisons valables, tout autant qu'elles sont. La vie continue. Je me suis agité dans notre grande maison coloniale à 2 étages. Une maison conçue pour une famille, pas pour une vieille femme solitaire. Les escaliers sont devenus de plus en plus difficiles avec mes genoux arthritiques. Le travail de jardinage qu'Hector avait aimé est devenu un fardeau écrasant.
Les impôts fonciers entamaient mes revenus fixes. Quand David a suggéré que je songe à réduire mes dépenses, cela avait un sens pratique. Tu n'as pas besoin de tout cet espace, maman, a-t-il dit en montrant du doigt le salon où les photos de son enfance ornaient encore les murs. Et les capitaux propres que tu as accumulés te donneraient un bon pécule pour la retraite. Le marché immobilier était fort cette année-là. La maison s'est vendue en une semaine, bien au-dessus du prix demandé. J'ai trouvé un charmant ranch de plein pied dans un quartier calme avec un jardin facile à entretenir et pas d'escalier à monter. David m'a aidé à déménager, organisant quels meubles garder, lesquels vendre, lesquels donner. Que comptes-tu faire avec le produit de la vente de la maison, a-t-il demandé alors que nous trions les outils d'Hector dans le garage. Tu devrais parler à un conseiller financier, t'assurer que cela travaille pour toi. Je n'y avais pas vraiment pensé, j'ai admis. Le mettre dans l'épargne, je suppose. David a froncé les sourcils. Ce n'est pas très stratégique, maman. Les taux d'intérêt sont terribles en ce moment. Tu devrais envisager des investissements. Peut-être une hypothèque inversée sur la nouvelle maison pour libérer plus de capital. J'ai été touché par sa préoccupation pour mon bien-être financier. Je vais y réfléchir, ai-je promis. Le déménagement a été épuisant mais libérateur en quelque sorte. Réduire mes dépenses signifiait affronter une vie d'objets accumulés, décider ce qu'il était vraiment important de garder. Je me suis retrouvé à pleurer sur les choses les plus étranges. La collection d'allumettes d'Hector provenant des restaurants que nous avions visités. Les marques de taille des enfants sur l'encadrement de la porte de la cuisine qui ne pouvaient pas être transportées. Les rosiers qu'il entretenait si soigneusement et qui devaient être laissés derrière. Mais ma nouvelle maison, bien que plus petite, avait son charme. Une baie vitrée parfaite pour mon fauteuil de lecture. Une cuisine avec des appareils électroménagers modernes qui rendaient la cuisine pour une personne légèrement moins déprimante. Un abri de jardin que j'ai transformé en studio pour ma peinture. Je me suis installé dans une nouvelle routine, un nouveau chapitre de ma vie que je n'avais jamais prévu, mais que je devais embrasser néanmoins. David a semblé soulagé une fois que je me suis installé. C'est beaucoup plus facile à gérer pour toi, maman, a-t-il dit en examinant l'espace de vie compact. Et si tu as besoin d'aide, nous ne sommes qu'à un coup de fil. Je le croyais à l'époque. Je n'avais aucune raison de ne pas le faire. Le premier indice que quelque chose n'allait pas est apparu environ 6 mois après mon emménagement dans le ranch. David a appelé un mardi au lieu de notre dimanche habituel. Maman, j'y pensais, a-t-il commencé sans préambule. As-tu mis à jour ton testament depuis le décès de papa? La question m'a prise au dépourvu. Non, je n'ai pas eu le temps de le faire, pourquoi tu demandes? C'est juste une bonne pratique, a-t-il dit doucement. S'assurer que tout est en ordre. J'ai un ami avocat qui est spécialisé dans le droit des aînés. Il pourrait t'aider à tout rationaliser, à t'assurer que tes souhaits sont clairs. Droit des aînés, ai-je répété, quelque peu surprise par le terme. Je ne suis pas une personne âgée, David, je suis juste expérimenté. Il arrimait cela à sonner faux. Bien sûr, maman, mais c'est quand même intelligent d'avoir tout en ordre. Je pourrais prendre rendez-vous si tu le souhaites. J'ai refusé, disant que j'allais y réfléchir. La conversation m'a laissé vaguement mal à l'aise, bien que je n'arrive pas à mettre le doigt sur la raison. Une semaine plus tard, Nathalie a appelé, ce qu'elle faisait rarement. Je prends juste des nouvelles de ma belle-mère préférée, a-t-elle dit joyeusement. David a mentionné que tu ne te sentais peut-être pas très bien. Ah bon, j'allais parfaitement bien, je n'avais mentionné aucun problème de santé lors de notre dernier appel. Oh, peut-être que j'ai mal compris. Comment te sens-tu, prends-tu tous tes médicaments correctement, manges-tu bien? Les questions ont continué, sont dans ma routine quotidienne, ma santé, mes finances, de manière détournée. À la fin de l'appel, j'avais l'impression d'avoir été interviewé plutôt que d'avoir eu une conversation avec la famille. Puis les petits-enfants ont commencé à apparaître. Iris, maintenant âgée de 22 ans, s'est présentée à l'improviste un après-midi, tout sourire et flatterie. Grand-maman, tu es incroyable. J'adore ce que tu as fait avec tes cheveux. Nous avons pris le thé dans le jardin en rattrapant sa vie. Elle avait abandonné le collège communautaire, était entre 2 emplois, comme elle l'a dit, essayant de se trouver. Alors qu'elle partait, elle a hésité à la porte. Grand-maman, je déteste demander, mais je suis un peu à court d'argent, juste jusqu'à ce que je me remette sur les rails. Pourrais-tu peut-être m'aider? 5 000 $ couvriraient mon loyer et mes dépenses pendant quelques mois pendant que je cherche un emploi.
$5000 était une somme importante, mais c'était ma petite fille et elle ressemblait tellement à David à cet âge-là, avec les yeux d'Hector et mon menton obstiné. J'ai écrit le chèque, ressentant une chaleur bienfaisante d'être nécessaire, d'être utile à ma famille. 2 semaines plus tard, je l'ai vue en ville, des sacs de boutique chers accrochés à ses bras, une nouvelle coiffure qui a dû coûter des centaines de dollars. Elle ne m'a pas vu la regarder de l'autre côté de la rue. Tyler est venu ensuite avec une proposition d'affaires plutôt qu'une demande directe. À 25 ans, il avait la confiance et le charme de son père. C'est une start-up technologique grand-maman, a-t-il expliqué en me montrant des imprimés brillants avec des graphiques et des projections. Nous développons une application qui va révolutionner la façon dont les gens font leurs courses. Le retour sur investissement potentiel est énorme. Cela semble très impressionnant, ai-je dit, bien que je comprenne peu le jargon technique qu'il utilisait. Mais je ne connais rien à l'investissement dans les startups. C'est pourquoi tu m'as moi, a-t-il dit en me tapotant la main. Je ne conduirai jamais ma grand-mère préférée dans le mur. $10 000 te permettent d'entrer au rez-de-chaussée. Tu pourrais doubler ton argent en un an. Encore une fois, j'ai écrit le chèque, me disant que c'était un investissement dans l'avenir de mon petit-fils autant que le mien. 6 mois plus tard, quand j'ai demandé nonchalamment à David comment allait l'entreprise de Tyler, il a eu l'air momentanément confus. Oh, ça n'a pas marché. Ce genre de choses arrive dans le monde des startups. Risque élevé, récompense élevée. La prochaine fois que j'ai vu Tyler, il conduisait une nouvelle voiture de sport. Vers cette époque, j'ai rencontré Milos lors d'une danse pour seniors au centre communautaire. Il m'a invité à danser sur une chanson de Frank Sinatra et son charme d'antan a été immédiatement captivant. Il avait 75 ans, était un ingénieur à la retraite qui avait immigré de Serbie dans sa trentaine. Son accent était encore fort, ses sourcils plus broussailleux qu'il ne semblait possible et son rire était contagieux. « Tu danses comme une femme beaucoup plus jeune », m'a-t-il dit alors que nous nous balancions sur la musique. Comme une brise de printemps. Personne ne m'avait courtisé depuis des années. J'ai senti un rougissement me monter au cou, je me suis senti jeune à nouveau d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis le diagnostic d'Hector. Milos m'a demandé mon numéro et je le lui ai donné sans hésitation. Notre premier rendez-vous était à une matinale au vieux théâtre du centre-ville, suivi d'un café dans un café où il connaissait le propriétaire, un autre expatrié serbe qui nous a offert des pâtisseries faites maison. Milos m'a parlé de sa défunte épouse, de ses enfants qui vivaient sur la côte ouest, de sa vie à Belgrade avant de venir en Amérique. Je lui ai parlé d'Hector, de ma peinture, de mon jardin. Nous avons découvert un amour commun pour la musique classique et les documentaires historiques. Il est devenu un élément régulier de ma vie. Visite de musée le mercredi, dîner dans son condo ou chez moi le samedi, excursions occasionnelles dans les villes côtières que je n'avais jamais explorées malgré le fait de vivre si près. Pour la première fois depuis le décès d'Hector, je me suis senti vraiment vivante à nouveau, vue pour qui j'étais plutôt que d'être définie par mon veuvage. Quand j'ai mentionné Milos à David lors d'un de nos appels, sa réaction a été immédiate et inquiétante. « Maman, tu connais à peine ce type. Combien lui as-tu parlé de tes finances ? » « Rien, ai-je dit, prise au dépourvu. »« Pourquoi je le ferais ? Nous parlons d'art, de musique et de voyage, pas d'argent. »« Tu dois faire attention, » a insisté David. Il y a beaucoup d'escrocs qui ciblent les personnes âgées. Les veuves solitaires avec des économies sont des cibles privilégiées. Milos n'est pas comme ça, ai-je protesté. Il est propriétaire de son condo, il a une bonne pension de son travail d'ingénieur. Il ne s'intéresse pas à mon argent. Mais l'avertissement de David a planté une graine de doute que je n'arrivais pas à secouer. La prochaine fois que Milos et moi avons dîné, je me suis surprise à chercher des signes de tromperie, des indices que son intérêt pour moi pourrait être motivé financièrement. Il n'y en avait pas, mais le doute est resté, une petite ombre sur mon bonheur. Pendant ce temps, ma sœur Zineya avait observé l'implication croissante de ma famille dans ma vie avec une inquiétude croissante. Il ne venait jamais autant quand Hector était vivant, a-t-elle fait remarquer lors d'un de nos déjeuners hebdomadaires. Maintenant, tout d'un coup, ils s'intéressent tellement à ton bien-être. C'est leur famille, ai-je dit sur la défensive. Ils se soucient de moi. Zineya, de 5 ans mon aînée mais 2 fois plus perspicace, m'a jeté un regard qui disait qu'elle n'était pas convaincue. Fais juste attention vive. Tout le monde n'a pas tes meilleurs intérêts à cœur, même la famille. J'ai rejeté ces inquiétudes comme étant le cynisme naturel de l'âge. Mais au fur et à mesure que les mois passaient, un schéma a commencé à émerger qui était de plus en plus difficile à ignorer.
La réaction de David et Nathalie à Milos est passée d'inquiète à activement hostile. Ils ont commencé à venir à l'improviste quand ils savaient qu'il serait en visite, créant des situations maladroites où ils s'excusaient poliment. Nous nous inquiétons juste pour toi maman, disait David après le départ de Milos. Tu ne connais pas vraiment cet homme. Il est gentil et respectueux, nous apprécions la compagnie l'un de l'autre, ai-je insisté. Les hommes de son âge ne s'intéressent qu'à une chose, a ajouté Nathalie, et ce n'est pas la conversation. J'étais choqué. J'ai 78 ans, je pense que je suis au-delà du point d'être abusé de cette façon. Les commentaires ont continué, des remarques subtiles sur son accent, ses antécédents et ses intentions. David appelait chaque fois que Milos et moi avions des projets, ayant soudainement besoin d'une aide urgente. Nathalie prévoyait des déjeuners qui entraient en conflit avec nos sorties, m'obligeant à choisir. Quand David a finalement suggéré que ma relation avec cet étranger manquait de respect à la mémoire d'Hector, j'ai craqué. Ton père voudrait que je sois heureuse, ai-je dit en larmes. Papa voudrait que tu sois en sécurité, a rétorqué David. J'ai choisi la paix au bonheur et j'ai mis fin à ma relation avec Milos. La douleur dans ses yeux était insupportable. Ils ont tort à mon sujet, a-t-il dit doucement. Mais je comprends que la famille est importante. Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Milos parti, mon monde s'est limité à ma maison, au club de jardinage et à ma famille de plus en plus exigeante. Les visites des petits-enfants se terminaient toujours par des demandes. De l'argent pour les réparations de voitures, les demandes d'admission à l'université, les dépôts de garantie. Je donnais ce que je pouvais, me disant que c'était ce que faisaient les grands-mères. Nathalie a commencé à admirer mes biens lors de ses visites. Le collier de perles d'Hector, le service à thé en argent de ma mère, notre vase de mariage en cristal de Waterford. Cela serait parfait dans notre salle à manger, disait-elle en tenant chaque trésor. Petit à petit, mes biens précieux ont migré vers leur maison. J'ai rationalisé la situation. Ils hériteraient de ces choses de toute façon. Les allusions de David à des difficultés financières sont devenues plus directes. Les frais de scolarité de Tyler nous mettent à rude épreuve. La maison a besoin d'un nouveau toit. J'ai commencé à rédiger des chèques pour leurs dépenses, recevant chaque fois moins de gratitude et faisant face à plus d'attentes. Zinea a observé avec inquiétude. Vive, il te saigne à blanc, a-t-elle dit sans détour. Quand ont-ils rendu visite sans demander quelque chose? C'est leur famille, ai-je répété comme un mantra. La famille cède. La famille n'abuse pas, a-t-elle rétorqué. Hector serait furieux. J'ai changé de sujet, mais dans des moments calmes seul dans ma maison de plus en plus dépouillée, je me suis demandé si elle n'avait pas raison. Les mois qui ont suivi ma rupture avec Milos ont été intensément solitaires. Je me suis lancé à corps perdu dans la peinture, passant des heures dans mon studio de jardin, exprimant des émotions que je ne pouvais pas exprimer à voix haute. Les appels de David ont augmenté, se terminant toujours par des questions financières. Peut-être devrions-nous consolider tes comptes maman? Nathalie et moi pourrions t'aider à gérer les choses. J'ai commencé à sentir que je les décevais en maintenant mon indépendance. Nathalie a commencé à surveiller mes médicaments, suggérant que j'avais besoin d'aide pour me souvenir des pilules ou peut-être de quelqu'un pour vérifier tous les jours. Je suis parfaitement capable de prendre mes propres médicaments, ai-je insisté. Il n'y a pas de honte à accepter de l'aide à ton âge, a-t-elle répondu d'un ton condescendant. Les visites des petits-enfants ont suivi un schéma. Iris complimentait mes pâtisseries tout en expliquant sa dernière crise. Je déteste demander grand-maman, mais je suis à court d'argent ce mois-ci. Tyler aidait à la réparation de la maison, puis mentionnait des problèmes de voiture ou des dettes de carte de crédit. Chaque fois, j'ai écrit un chèque, me disant momentanément qu'on avait besoin de moi. Mais mes économies ont diminué tandis que leur situation s'améliorait. Rénovation de cuisine, nouvelle voiture, vacances en Europe. Tyler a publié des photos de cancans. Iris est arrivée avec des sacs à main de créateurs. J'ai réduit mes dépenses de luxe. Les déjeuners avec Zinea sont devenus mensuels. J'ai annulé mon abonnement à l'orchestre symphonique, j'ai commencé à faire des achats dans les magasins à rabais. Zinea est devenue plus directe dans ses avertissements. Ils arrivent les mains vides et repartent les poches pleines. Ils traversent une passe difficile, ai-je défendu faiblement. T'ont-ils déjà remboursé pour quelque chose, a-t-elle défié. La vérité était que le remboursement n'avait jamais été discuté. L'argent coulait dans un seul sens, pour ne jamais revenir. J'ai commencé à remarquer le schéma.
Ma famille arrivait toujours les mains vides et ne repartait jamais sans quelque chose. Le conflit interne est devenu insupportable. L'instinct maternel de subvenir aux besoins en guerre avec la conscience de l'exploitation. J'ai pensé à Milos plus souvent, me souvenant de son évaluation brutale. Tu es en train d'être comment dire, traire comme vache. À l'époque, j'avais été offensé. Maintenant, je me suis demandé s'il n'avait pas simplement dit une vérité que personne d'autre ne voulait dire. Un après-midi, j'ai trouvé une photo de David enfant, tenant fièrement un poisson qu'il avait attrapé avec Hector. Son sourire était sincère, ses yeux brillants d'amour. Je l'ai regardé, essayant de réconcilier ce garçon joyeux avec l'adulte calculateur qu'il était devenu. Le stress constant a eu des conséquences physiques. Perte de poids, insomnie, anxiété quand le téléphone sonnait. Tu as l'air épuisé, a dit Zinea lors d'un rare déjeuner. Cette situation te tue à petit feu. Je ne sais pas quoi faire, ai-je admis. Ce sont mes seuls proches en dehors de toi. Cela ne leur donne pas le droit de te saigner à blanc. Hector n'aurait jamais permis ça. Hector n'est pas là, ai-je dit. Et je ne suis pas aussi forte que lui. N'importe quoi. Tu es tout aussi forte. Tu as juste besoin de t'en souvenir. Quelque chose a changé en moi. S'il m'utilisait, ce n'était pas de ma faute. Je n'avais pas échoué en tant que mère. J'étais exploité par des personnes qui accordaient plus de valeur à l'argent qu'aux liens familiaux. J'ai commencé à dire non aux demandes financières. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider en ce moment. Les réactions ont été révélatrices. Confusion, puis irritation, puis colère. Mais grand-mère, tu as toujours aidé avant, a protesté Iris. Ma situation a changé. Je dois faire attention à mes dépenses. Les appels ont diminué. Les visites ont presque cessé. David, cependant, est devenu plus insistant. Maman, tu te sens bien? Peut-être devrions-nous rester quelques jours et aider à la maison. J'ai esquivé ces offres tout en faisant des recherches sur les protections financières pour les personnes âgées et en consultant l'ami avocat de Zinea. Je me préparais à ce qui allait suivre, soit capituler devant leurs exigences, soit les forcer à révéler leurs véritables intentions. C'était un mercredi après-midi quand David a appelé en dehors de notre horaire habituel. J'étais dans mon studio en train de travailler sur un paysage à l'aquarelle quand mon téléphone a sonné. J'ai envisagé de laisser passer l'appel et d'aller à la messagerie vocale. J'étais à un point crucial de la peinture, essayant de capturer la qualité exacte de la lumière à travers les arbres. Mais des années d'instinct maternel ont gagné. Et s'il s'agissait d'une urgence? Allô David, ai-je répondu en essayant de ne pas laisser transparaître la lassitude dans ma voix. Salut maman, a-t-il répondu, son ton inhabituellement optimiste. Comment te sens-tu aujourd'hui? Nous avons discuté de tout et de rien. Du temps qu'il faisait, de mon club de jardinage, des dernières réalisations de ses enfants. C'était une conversation agréable et superficielle que nous avions perfectionnée au fil des ans. Mais il y avait un courant sous-jacent d'attente dans sa voix, une excitation à peine contenue qui me mettait mal à l'aise. Finalement, il est venu au fait. Oh, au fait maman, nous prévoyons un dîner spécial la semaine prochaine pour l'anniversaire de Tyler. Tu viendras, n'est-ce pas? J'ai été surprise par l'invitation. Cela faisait des mois que je n'avais pas été incluse dans une réunion de famille. Bien sûr, ai-je dit, vraiment ravi. Que puis-je apporter? Juste toi, a répondu David rapidement. Nous nous occupons de tout. C'est dans ce nouveau steakhouse du centre-ville, celui que Tyler a toujours voulu essayer. Cela semble charmant, ai-je dit, calculant mentalement ce que je pouvais me permettre d'offrir comme cadeau. Mon budget était plus serré ces jours-ci, mais un anniversaire était un anniversaire. Peut-être une belle chemise ou un livre sur cette période historique qui l'intéressait récemment. Oh et maman, a ajouté David, sa voix prenant ce ton particulier que j'avais appris à reconnaître. Légèrement hésitant, légèrement apologétique, le prélude à une demande financière. Je déteste demander, mais pourrais-tu transférer environ $300 sur le compte de Nathalie? Les traiteurs ont besoin d'un acompte et nous sommes un peu à court ce mois-ci. J'ai froncé les sourcils, confuse. Je pensais que tu avais dit que c'était au steakhouse, n'est-ce pas? Oui, a-t-il dit rapidement. Ils ont une salle privée pour les fêtes. C'est ce qui a besoin de l'acompte. Cela n'avait pas vraiment de sens. Les restaurants retenaient généralement les réservations avec une carte de crédit, pas un dépôt en espèces, mais j'ai laissé passer.
bien sûr Davet, ai-je dit en utilisant son surnom d'enfance. Je vais l'envoyer tout de suite. Merci maman, tu es un bijou. Je t'aime. Je t'aime aussi mon chéri. Je l'ai entendu bouger comme pour raccrocher. Mais l'appel ne s'est pas terminé. Au lieu de cela, j'ai entendu un bruit de pas, puis des voix qui devenaient plus claires comme s'il avait posé le téléphone sans mettre fin à l'appel. Elle est tombée dans le panneau? C'était la voix d'Iris, sans équivoque, suivie d'un rire qui m'a glacé le sang. Mort à l'hameçon, ligne et plomb, répondit David, sa voix complètement différente, dure, méprisante. Mon Dieu, j'en ai tellement marre de ces appels, de faire semblant de m'intéresser à son stupide club de jardinage et à ses peintures pathétiques qu'elle fait. Eh bien, continue comme ça. La voix de Nathalie maintenant acérée comme du verre. Le dîner d'anniversaire sera parfait. Elle s'est sentie laissée de côté ces derniers temps, alors elle viendra certainement et apportera un cadeau, probablement de l'argent. Tu sais comment elle est, a dit Tyler d'un ton insouciant comme toujours. Et nous pouvons relancer l'idée d'une hypothèque inversée, a ajouté papa. Avec la bonne pression, elle finira par céder. Ouais, papa est intelligent, a convenu Iris. Une fois qu'on lui aura fait signer la maison, on pourra la faire déménager dans une résidence assistée abordable. La maison familiale est trop précieuse pour être gaspillée sur elle. Elle n'a pas besoin de tout cet espace. J'ai entendu David à nouveau, sa voix professionnelle. Il faut juste être patient, encore un peu. Le compte de retraite à lui seul nous mettra tous à l'abri. Sans parler de l'argent de l'assurance d'Hector qu'elle n'a pas touché. Il devrait être utilisé pour les besoins de la famille, pas être assis sur un compte. Maman est trop stupide pour voir ce qui se passe réellement. Elle l'a toujours été. Tout comme papa disait, faible et facilement manipulable. J'étais assise, figée à ma table de cuisine, une tasse de thé à mi-chemin de mes lèvres, alors que 5 années de schéma suspect se cristallisaient soudain en une parfaite et terrible clarté. La famille que je croyais avoir, le fils que j'avais élevé, les petits-enfants que j'avais adorés, s'étaient joués de moi. Je n'étais rien pour eux qu'un chéquier, une ressource à épuiser et à jeter. La révélation a été comme un coup physique, me coupant le souffle. J'ai mis fin à l'appel avec des doigts tremblants, mais leur rire, leurs paroles cruelles continuaient de résonner dans mon esprit. Je suis restée assise là alors que l'obscurité tombait, la tasse de thé refroidissant dans mes mains, traitant la trahison, travaillant à travers les étapes du deuil qui étaient horriblement familières mais entièrement différentes de celles que j'avais vécues lorsque j'avais perdu Hector. C'était une mort d'une autre nature. La mort des illusions, de la famille que je croyais avoir, de l'amour auquel j'avais cru malgré des preuves croissantes du contraire. Cela faisait mal d'une manière que je ne savais pas pouvoir encore ressentir. Une douleur qui allait au-delà du physique dans un royaume de pure angoisse émotionnelle. Que avais-je fait pour mériter un tel mépris? Avais-je été une mère terrible, une grand-mère décevante ou était-ce simplement qui ils étaient, qui ils avaient toujours été sous le vernis d'affection familiale? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit alors que la nuit s'épaississait autour de moi, alors que la maison devenait silencieuse, sauf pour le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. L'horloge d'Hector, la seule chose que j'avais insisté pour ramener de notre ancienne maison, le rythme cardiaque constant de notre vie ensemble. Que ferait Hector dans cette situation? La question est venue spontanément, mais avec elle est venue une idée claire. Hector ne se laisserait pas utiliser de cette façon. Hector protégerait ce que nous avions construit ensemble, s'assurerait que le travail de notre vie ne soit pas gaspillé par ceux qui n'appréciaient pas sa valeur. Non pas seulement la valeur monétaire, mais la valeur de l'amour et du sacrifice qu'elle représentait. Alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers la fenêtre de la cuisine, je savais ce que je devais faire. L'exploitation financière des personnes âgées n'est souvent pas signalée parce que les victimes ont honte ou ont peur de perdre des liens familiaux. Si cette histoire vous touche, visitez weyohourglass.org pour obtenir des ressources sur la façon de vous protéger ou de protéger vos proches contre l'exploitation. Que feriez-vous à la place de Vivian? J'ai passé cette nuit dans un état d'animation suspendu, bougeant à peine de ma chaise de cuisine alors que l'obscurité tombait, puis cédait progressivement à la lumière grise de l'aube. La trahison s'est sentie physique, un poids pesant sur ma poitrine, rendant la respiration difficile. J'ai comparé ce deuil à la perte d'Hector et je l'ai trouvé à la fois similaire et profondément différent. Quand Hector est mort, j'ai perdu quelqu'un qui m'aimait inconditionnellement. C'était perdre des gens que je pensais m'aimer seulement pour découvrir que cela avait été conditionnel tout le temps. Conditionnel à ce que je pouvais fournir, à ce que je pouvais donner, à ce que je valais en dollars et en cents. La lutte intérieure était atroce.
Ce n'étaient pas des étrangers qui m'avaient trompé. C'était mon fils, mes petits-enfants, ma belle-fille, les gens que j'avais aimés, nourris, sacrifiés pour. Comment pouvais-je réconcilier le David qui s'était assis à mon chevet d'hôpital après mon opération de la hanche, me tenant la main et me lisant pendant des heures, avec le David qui m'avait traité de stupide et de faible dans mon dos? Comment pouvais-je faire le lien entre le souvenir d'Iris enfant me rapportant des bouquets de pissenlits et des cartes faites à la main, et la jeune femme qui riait à l'idée de manipuler sa grand-mère? Une partie de moi voulait les confronter immédiatement, rappeler David et exiger une explication, leur demander comment ils pouvaient me traiter avec un tel mépris. Mais une autre partie, peut-être plus sage, savait que la confrontation ne mènerait qu'à des démentis, au gaslighting, à ce qu'on me dise que j'avais mal entendu ou mal compris. Non, cela exigeait une approche différente. Cela exigeait une stratégie, pas une émotion. Cela exigeait que je sois plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Alors que le soleil se levait pleinement, projetant de longues ombres sur le sol de ma cuisine, j'ai pris ma décision. Je me protégerai, mes ressources, ma dignité. Je ne leur permettrai pas de prendre quoi que ce soit d'autre de moi. Ni mon argent, ni ma maison, ni mon respect de soi. Le premier appel que j'ai fait a été à Zenia. Malgré l'heure matinale, elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix alerte. Ma sœur s'était toujours levée tôt. Biv, tout va bien? Non, ai-je dit simplement, puis les mots se sont déversés de moi. Tout ce que j'avais entendu, tous les commentaires cruels, tous les plans calculés pour me séparer de mes biens. Au fur et à mesure que je parlais, ma voix devenait plus ferme, ma résolution plus forte. Nommer la trahison à voix haute a en quelque sorte diminué son pouvoir sur moi. Zineya est restée silencieuse pendant un long moment après que j'ai terminé. Alors j'arrive. Ne fais rien tant que je ne suis pas là. Elle est arrivée dans l'heure qui a suivi, apportant du café et son attitude pratique habituelle. À 83 ans, ma sœur était toujours une force de la nature, ses cheveux blancs coupés en un carré élégant, sa posture militaire droite malgré l'arthrite qui la tourmentait les jours de pluie. J'aurais dû t'écouter, ai-je dit, les larmes coulant enfin alors qu'elle m'enveloppait dans une étreinte féroce. Tu as tout vu depuis le début. Ça n'a plus d'importance maintenant, a-t-elle dit avec brusquerie en posant son sac à main et le plateau en carton de tasse à café. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait ensuite. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine, la même table où j'avais reçu l'appel téléphonique dévastateur, et nous avons élaboré un plan. Zineya avait toujours été la personne pratique, la stratège de mon rêveur. Maintenant, sa clarté de pensée était exactement ce dont j'avais besoin. Premièrement et avant tout, a-t-elle dit en sortant un bloc-notes et un stylo de son sac à main, nous devons protéger tes biens immédiatement. Quel accès David a-t-il à tes comptes? J'ai expliqué l'accès partagé que je lui avais donné pour surveiller mes comptes. Les cartes de crédit où j'en avais fait des utilisateurs autorisés. Le compte courant joint que nous avions créé pour les urgences. Zineya a pris des notes. Son écriture aussi précise que jamais. Tout cela doit être changé aujourd'hui. Maintenant, si possible. Mais que vais-je leur dire, ai-je demandé, encore prise dans la toile d'obligation familiale, encore inquiète de blesser leurs sentiments malgré tout. Rien pour l'instant, a dit Zineya fermement. Nous sécurisons tes finances d'abord, puis nous décidons comment gérer la confrontation. Vive, a-t-elle dit en prenant mes mains et les siennes, ses yeux bleus si semblables aux miens, si semblables à ceux de notre mère, tenant mon regard fixement, ta gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est leur perte, pas la tienne. Nous allons réparer ça ensemble. Sa confiance en moi a été comme une bouée de sauvetage lancée à une femme qui se noie. Je m'y suis accroché, puisant ma force dans sa certitude alors que la mienne était en lambeaux. D'accord, ai-je dit en redressant mes épaules, dis-moi ce qu'il faut faire. Les quelques jours suivants se sont passés dans un flou d'activités. Tout d'abord, j'ai appelé ma banque et j'ai annulé tout l'accès partagé que j'avais donné à David pour surveiller mes comptes. Le représentant du service à la clientèle a été serviable mais inquiet. Madame Harmon, êtes-vous sûre de vouloir retirer votre fils de tous ses comptes? Il est autorisé depuis un certain temps. J'en suis tout à fait sûr, ai-je dit fermement. En fait, j'aimerais ouvrir de tout nouveaux comptes et y transférer mes fonds. Et j'aimerais changer tous mes mots de passe et mes questions de sécurité. Ensuite, j'ai appelé les sociétés de cartes de crédit où j'en avais fait des utilisateurs autorisés et j'ai révoqué leurs privilèges. Un représentant a demandé s'il y avait eu des accusations frauduleuses que je voulais signaler. Non, ai-je dit après un moment de réflexion. Pas frauduleux exactement,
juste non autorisés dans l'esprit, sinon dans la lettre. J'ai bloqué leur numéro sur mon téléphone, changé mon mot de passe de messagerie et pris rendez-vous avec mon propre avocat. Pas l'ami de David qui se spécialisait dans le droit des aînés, mais Janet Kowalski, une femme perspicace dans la cinquantaine qui s'occupait des affaires de Zineia depuis des années. L'exploitation financière des personnes âgées est malheureusement courante, m'a dit Janet lors de notre consultation, son expression compatissante mais professionnelle, encore plus lorsqu'il s'agit de membres de la famille qui exploitent. Ils ont accès, ils ont confiance et ils ont souvent un sentiment de droit sur les biens des personnes âgées. Que puis-je faire pour me protéger, ai-je demandé. Beaucoup de choses en fait, a-t-elle répondu en sortant un bloc-notes juridique. Nous allons commencer par créer une fiducie révocable pour vos biens avec des dispositions claires pour vos soins. Nous allons mettre à jour votre testament en retirant David comme exécuteur testamentaire et en nommant quelqu'un en qui vous avez implicitement confiance, peut-être votre sœur. Nous allons mettre en place une procuration financière et une directive sur les soins de santé en nommant quelqu'un d'autre que votre fils. Et nous allons documenter cette conversation et les raisons de ces changements au cas où il y aurait un défi à votre compétence. L'implication était claire. David pourrait prétendre que j'étais mentalement incompétente lorsqu'il découvrirait qu'il avait été coupé. La pensée était à la fois exaspérante et profondément triste. Que mon propre fils remette en question ma santé mentale plutôt que de reconnaître ses propres méfaits en disait long sur la détérioration de notre relation. Lorsque le jour du dîner d'anniversaire de Tyler est arrivé, je n'étais pas là. Je n'ai envoyé ni cadeau, ni carte, ni explication de mon absence. Au lieu de cela, je visitais des communautés de retraite avec Zineia. Pas la résidence assistée abordable que David avait mentionnée, mais des communautés dynamiques et actives où je pourrais avoir mon indépendance et ma sécurité. Celle-ci a un atelier d'art pour les résidents, a mentionné la guide à Oakwood Village en nous montrant un espace lumineux et aéré avec des chevalets et un mur de tableaux terminés. Plusieurs artistes professionnels vivent ici et ils offrent des cours pour tous les niveaux de compétences. J'ai ressenti une étincelle d'intérêt, la première émotion positive que j'avais ressentie depuis l'appel téléphonique dévastateur. Ont-ils des expositions, des vernissages 2 fois par année? La guide a confirmé et il s'associe au collège communautaire pour des ateliers spéciaux. De nombreux résidents trouvent qu'ils ont plus de temps pour poursuivre leurs passions artistiques ici. À la fin de la journée, j'avais versé un acompte sur un appartement d'une chambre avec un petit bureau qui pourrait servir d'atelier. La communauté avait une sécurité 24 heures sur 24, une salle à manger pour les jours où je n'avais pas envie de cuisiner, un transport pour les rendez-vous médicaux et les courses et, surtout, un sentiment de communauté qui avait fait défaut à ma vie depuis le décès d'Hector. « Es-tu sûr de ça ?» a demandé Zineia alors que nous rentrions à la maison en voiture. « C'est un grand changement. »« J'en suis sûr, » ai-je dit, me sentant plus certaine à chaque kilomètre qui passait. « J'ai besoin d'un nouveau départ quelque part où ils ne peuvent pas me trouver facilement. Quelque part où je peux construire une nouvelle vie. » Les appels d'urgence ont commencé ce soir-là. D'abord David, puis Nathalie, puis même Tyler et Iris. Des messages vocaux, des textos, des courriels, tous plaidant la confusion, prétendant un malentendu. Lorsque je n'ai pas répondu, ils ont commencé à se pointer chez moi, frappant à ma porte à toute heure. Je suis resté avec Zineia jusqu'à l'arrivée du camion de déménagement. Nous avons engagé un service de sécurité pour superviser l'emballage et le déménagement au cas où David ou les autres tenteraient de s'immiscer. Ils ne l'ont pas fait. Mais la voiture de David a roulé lentement devant la maison de Zineia à plusieurs reprises pendant mon séjour, un rappel silencieux que ce n'était pas fini. J'ai appelé un agent immobilier au sujet de la vente de ma maison, selon mes conditions. Une fois vendue, j'ai placé l'argent dans les fiducies soigneusement structurées que Janet avait mises en place avec des dispositions claires pour mes soins et des instructions précises sur qui pouvait et ne pouvait pas accéder au fonds. Le plus difficile a été de changer mon numéro de téléphone, mon adresse électronique, de disparaître essentiellement de la vie que j'avais connue. Mais c'était nécessaire. Comme Janet l'avait expliqué, parfois la seule façon d'arrêter l'exploitation financière est de vous retirer complètement de la portée de l'exploiteur. Je n'ai laissé aucune adresse de réexpédition, aucun moyen pour eux de me trouver facilement. Cela semblait extrême, mais après avoir entendu leurs vrais sentiments, leurs vraies intentions, je savais que c'était la seule façon de me protéger, financièrement et émotionnellement. Le jour où j'ai déménagé à Oakwood Village a été doux amer. Zineia m'a aidé à organiser mes meubles, à accrocher mes tableaux, à installer mon nouvel atelier. L'appartement était plus petit que ma maison, mais parfaitement adéquat à mes besoins. Les fenêtres orientées à l'est dans le salon seraient parfaites pour les séances de peinture matinale.
tu seras heureuse ici, a dit Zinaya alors que nous partagions une tasse de thé sur mon nouveau balcon donnant sur un jardin bien entretenu où les résidents travaillaient parmi les parterres de fleurs. Je le sens. Je le pense aussi, ai-je dit et je le pensais vraiment. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une sensation de possibilité, d'un avenir qui m'appartenait à moi seul, qui n'était pas défini par ce que les autres voulaient de moi ou attendaient de moi. Cette nuit-là, seul dans ma nouvelle maison, j'ai pleuré pour ce que j'avais perdu. Pas l'argent ou les biens, mais l'illusion de la famille, la croyance que j'étais aimé pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais offrir. C'était un deuil nécessaire, un abandon de ce qui n'avait jamais vraiment existé sauf dans mon imagination pleine d'espoir. Mais alors que je déballais mes fournitures de peinture, installant mon chevalet près de la fenêtre orientée à l'est où la lumière du matin serait parfaite, j'ai senti autre chose grandir à côté du deuil. Une détermination tranquille, un sentiment de reprendre ma vie à mes propres conditions. J'avais 78 ans, mais je n'avais pas encore fini. Pas du tout. Mon nouvel appartement dans la résidence pour personnes âgées est orienté à l'est, parfait pour les séances de peinture matinale. La lumière entre à flot par les grandes fenêtres, illuminant mon chevalet et la toile sur laquelle je travaille. Un paysage du jardin visible de mon balcon. Les couleurs sont vibrantes et vivantes d'une manière que mes œuvres antérieures n'avaient jamais tout à fait atteinte. Cela fait 6 mois que j'ai disparu de mon ancienne vie. 6 mois de reconstruction, de guérison, de découverte de qui je suis quand je ne suis pas défini par mes relations avec les autres. Pas comme la femme d'Hector, pas comme la mère de David, pas comme la grand-mère d'Iris et de Tyler, mais simplement comme moi-même, Vivien Harmon, artiste, jardinière, survivante. La transition n'a pas été facile. Il y a eu des nuits où je suis resté éveillé à me demander si j'avais trop réagi, s'il n'y avait pas une explication innocente à ce que j'avais entendu. Mais ces moments sont devenus moins fréquents à mesure que je m'installais dans ma nouvelle vie. À mesure que je construisais de nouvelles routines, de nouvelles amitiés, de nouveaux objectifs. J'ai renoué avec Milos qui, il se trouve, suit un cours de danse ici 3 fois par semaine. Nos retrouvailles ont été maladroites au début. Moi, pleine d'excuses pour avoir mis fin aux choses si abruptement. Lui, gracieux mais méfiant. Mais petit à petit, nous avons reconstruit notre relation, plus forte maintenant pour avoir surmonté une séparation. Nous prenons les choses lentement, profitant de la compagnie l'un de l'autre sans pression ni attente. Il me fait rire, remet en question ma pensée, apprécie mon art d'une manière que peu d'autres ont jamais fait. Tu peins comme quelqu'un qui a vu à la fois la beauté et la douleur, m'a-t-il dit une fois en étudiant un paysage que je venais de terminer. Il y a de l'honnêteté dans tes coups de pinceau. Je me suis aussi fait de nouveaux amis. Margaret, une professeure d'anglais à la retraite qui anime le club de lecture. Carlos, un veuf qui entretient le jardin communautaire et partage ses légumes avec quiconque exprime de l'intérêt. Hélène, une ancienne danseuse de ballet qui enseigne maintenant le yoga doux aux résidents. Ils ne savent rien de mon passé, de la trahison qui m'a mené ici. Pour eux, je suis juste Vivien, la nouvelle résidente avec un talent pour les aquarelles et un penchant pour le thé Earl Grey. Les protections financières que j'ai mises en place se sont avérées nécessaires. David m'a retrouvé finalement. Bien sûr qu'il l'a fait. C'est mon fils. Il connaît mes habitudes, mes préférences. Il s'est présenté à Oakwood Village un après-midi. Le charme au maximum. Un bouquet de lys, mes préférés. Il s'en souvenait au moins. Maman, a-t-il dit quand je l'ai rencontré au centre communautaire plutôt que de l'inviter dans mon appartement. On s'est tellement inquiété. Pourquoi as-tu disparu comme ça? Pourquoi ne réponds-tu pas à nos appels? J'ai regardé mon fils, mon unique enfant, le bébé que j'avais allaité et nourri, le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo et à lasser ses chaussures, l'homme que j'avais aidé à l'université, dans son premier appartement, et j'ai ressenti un mélange complexe d'amour et de lassitude. Je pense que tu sais pourquoi David, ai-je dit tranquillement. Je ne sais pas, a-t-il insisté, son expression étant un masque parfait de confusion et d'inquiétude. On a été frénétique. Nathalie a été bouleversée. Les enfants n'arrêtent pas de demander quand ils reverront leur grand-mère. Tu as oublié de raccrocher le téléphone, ai-je dit simplement. Après que tu m'aies demandé de l'argent pour le dîner d'anniversaire de Tyler, j'ai tout entendu. Toi, Nathalie, les enfants. J'ai entendu ce que vous pensiez vraiment de moi. Ce que vous avez planifié. Son visage a subi une série remarquable de transformations. Choc, déni, calcul,
et finalement une sorte de reconnaissance résignée. Maman, tu as mal compris. Nous étions justes. S'il te plaît, arrête, les jeux interrompus, ma voix ferme malgré la douleur lancinante dans mon cœur. N'insulte pas mon intelligence en me mentant maintenant. Je t'ai entendu me traiter de stupide et de faible. J'ai entendu vos plans pour ma maison, mon compte de retraite, l'argent de l'assurance d'Hector. J'ai tout entendu, David. Il est resté silencieux pendant un long moment, ses mains tripotant le cellophane autour d'Hélice. Nous sommes une famille, a-t-il dit finalement, comme si cela expliquait tout, excusait tout. Oui, nous le sommes, ai-je convenu. C'est pourquoi ça a tellement fait mal d'entendre ce que vous ressentez vraiment pour moi. La famille devrait être une question d'amour, de respect, de soutien, pas d'exploitation. Nous t'aimons, a-t-il protesté, mais ça sonnait creux, même à mes oreilles, une défense réflexe plutôt qu'une déclaration sincère. Peut-être, ai-je concédé, mais pas assez pour me traiter avec dignité, avec un respect humain fondamental. Pas assez pour me voir comme une personne plutôt qu'une ressource. Que veux-tu de moi, maman, a-t-il demandé, un soupçon de frustration se glissant dans sa voix. Des excuses, David. Je suis désolé. Nous le sommes tous. Maintenant, pouvons-nous passer à autre chose, revenir à la maison? Tu nous manques. Je suis à la maison, ai-je dit en désignant le centre communautaire autour de nous, le jardin visible à travers les grandes fenêtres. C'est là que je vis maintenant. Quant à ce que je veux de toi, rien David. Je ne veux ni n'ai besoin de rien de toi. Le choc sur son visage était presque comique. L'idée que je n'avais peut-être pas besoin de lui, que je n'étais peut-être pas désespéré pour son attention et son approbation, ne lui était clairement jamais venue à l'esprit. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-il dit. Tu vas juste nous couper les ponts? Ta propre famille. Je ne vous coupe pas les ponts, ai-je précisé. J'établis des limites. Si vous voulez une relation avec moi, ce sera à de nouvelles conditions. Des conditions qui incluent le respect mutuel et l'honnêteté. Plus de demandes financières, plus de manipulation, plus de me traiter comme si j'étais incompétente ou stupide. Et si nous ne sommes pas d'accord avec ces conditions, a-t-il défié, un soupçon de la dureté que j'avais entendu dans sa voix lors de cet appel téléphonique fatidique transparaissant à travers le vernis d'inquiétude. Alors, nous n'avons pas de relation, ai-je dit simplement. C'est votre choix. Il est parti sans rien résoudre. L'hélice abandonnée sur la table entre nous. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui directement depuis, bien que Nathalie ait appelé une fois, sa voix mielleuse de fausse inquiétude, demandant si je recevais l'aide dont j'avais besoin. Tyler a envoyé un texto suggérant que nous parlions de ce qui se passait vraiment. Iris a laissé un message vocal plein de larmes et de reproches sur la façon dont j'avais abandonné la famille. Je n'ai répondu à aucun d'eux. La balle est dans leur camp maintenant. S'ils veulent une relation authentique basée sur l'amour plutôt que sur le gain financier, ils savent où me trouver. Je ne retiens pas mon souffle, mais j'ai laissé la porte entr'ouverte, juste au cas où. Parfois, je pense à eux. David et sa famille. Je me demande s'ils m'ont jamais vraiment aimé ou si j'ai toujours été une ressource à gérer, un chéquier avec un rythme cardiaque. J'espère que les petits-enfants pourraient un jour devenir de meilleures personnes que leurs parents. Pourraient reconnaître le vide d'une vie construite sur le fait de prendre plutôt que de donner. Mais je n'attends plus près du téléphone. Au lieu de cela, je me concentre sur la vie que je construis ici. J'ai rejoint un groupe d'art plus sérieux, j'ai même vendu quelques tableaux lors de l'exposition biannuelle de la communauté. J'ai commencé à faire du bénévolat à l'école primaire locale, enseignant l'art à des élèves de 3e année qui abordent leur toile avec une joie sans complexe. Je me suis fait des amis qui m'apprécient pour ma compagnie, ma conversation, ma perspective, pas pour ce que je peux leur donner matériellement. La famille n'est pas une question de sang, j'ai appris. C'est une question de respect, d'amour sans condition ni prix. Zineya me rend visite chaque semaine, apportant des potins et des pâtisseries de la boulangerie que j'aime. Milos et moi dînons tous les samedis, à tour de rôle pour cuisiner ou essayer de nouveaux restaurants en ville. Carlos m'apporte des tomates du jardin. Margaret me prête des livres qu'elle pense que j'aimerais. Hélène m'a convaincu d'essayer le yoga malgré mes genoux arthritiques. C'est ma famille maintenant. Choisie plutôt que née dedans. Construite sur des soins mutuels plutôt que sur l'obligation ou l'exploitation. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais à ce stade de ma vie. Pas l'avenir que nous avions planifié quand Hector et moi étions assis sur notre porche à discuter de la retraite en regardant David jouer avec ses enfants sur notre pelouse.
Mais c'est une bonne vie, une vie avec dignité et un but. À 78 ans, je vis enfin pour moi-même, peignant mes jours dans les couleurs de mon choix. La toile des années qui me restent est la mienne à remplir. Non plus un arrière-plan pour les désirs des autres, mais une œuvre d'art à part entière, vibrante de possibilités, riche d'une sagesse durement acquise. Chaque matin, alors que le soleil se lève et que la lumière inonde mes fenêtres orientées à l'est, j'installe mon chevalet, je choisis mes pinceaux et je recommence. Coup de pinceau par coup de pinceau, choix par choix, je reprends possession de ma vie, de ma valeur, de ma joie. Et dans cet acte de création, je trouve une liberté que je n'aurais jamais cru possible. La liberté d'être pleinement, sans excuse, moi-même. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Quel nouveau départ envisagez-vous? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d'histoires inspirantes de résilience et de transformation. Si le voyage de Vivian vous a touché, veuillez partager cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre son message d'espoir et de reprise de soi.